tous et merci de nous rester fidèles dans votre magazine Écran Vert qui parle de la question écologique à travers le monde, au niveau national, pourquoi pas. Nous sommes au mois de décembre en République démocratique du Congo et Kinshasa vit au rythme des pluies diluviennes qui s'abattent sur la capitale avec des conséquences fâcheuses, des dégâts matériels importants et des pertes en vies humaines. Mesdames et messieurs, nous allons parler de ce phénomène dans quelques instants avec M. Jean-Robert Bouangoy qui est professeur à la faculté de l'agronomie Université de Kinshasa, mais également docteur, ingénieur géospatial de l'Université de l'État du Dakosta du Sud. On le reçoit dans quelques instants. Alors, professeur, bienvenue sur ce plateau. Merci. Vous n'êtes pas épargné, vous êtes à Kinshasa ces derniers temps et Kinshasa vit au rythme des pluies diluviennes qui s'abattent sur la capitale avec des conséquences fâcheuses. Selon vous, ça s'explique par quoi ce phénomène que nous vivons actuellement? Bon, actuellement, je pense que l'agence des États-Unis concernant l'océanographie et l'atmosphère a déterminé qu'il y a 80% de probabilité qu'il y ait un phénomène cyclique important qu'on appelle El Niño qui est en train de se dérouler maintenant au niveau du Pacifique Sud. Ce phénomène-là amène ses conséquences dont notamment les inondations ici en République démocratique du Congo. Comparativement aux autres phénomènes, c'est quoi sa particularité? Donc, El Niño, il faut rappeler que El Niño, c'est en fait une inversion des températures des eaux au niveau du Pacifique équatorial. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Normalement, les alizés soufflent d'est vers l'ouest, c'est-à-dire des côtes des Amériques vers les côtes de l'Australie. Alors, ce qui arrive maintenant est que la direction des alizés est inversée. Au lieu que ces alizés-là puissent souffler d'est vers l'ouest, ils soufflent maintenant de l'ouest vers l'est, c'est-à-dire des côtes de l'Australie vers les côtes des Amériques. Et lorsque les alizés soufflent, ils amènent normalement vers les côtes australiennes des précipitations, des ouragans et bon, il y a une certaine biodiversité marine qui est associée. Maintenant, ce qui arrive est que lorsque il y a inversion, donc il y a migration des eaux chaudes des côtes australiennes vers les côtes des Amériques, notamment vers les côtes du Pérou. C'est un phénomène qui se passe dans le Pacifique équatorial, donc au niveau de l'équateur. Et ce phénomène commence approximativement le 20 janvier pour se terminer vers le 31 décembre. Alors, on appelle ce phénomène El Niño parce qu'il se passe au mois, disons, pendant la nativité, la période de nativité. Et donc, on associe au cadeau de l'enfant Jésus les captures de poissons d'eau chaude qu'on commence à avoir au niveau des côtes péruviennes. Donc, lorsqu'on commence à les capturer, c'est au moment de la période de Noël. Et les Péruviens ou les indigènes au Pérou et les populations péruviennes de la côte ont baptisé ce phénomène-là El Niño, qui est en fait en espagnol l'enfant, en référence au cadeau qu'ils reçoivent de l'enfant Jésus. Mais en référence au cadeau, mais ici on peut comprendre que ce n'est pas un cadeau parce que nous enregistrons des pertes en vies humaines et c'est de cette façon que se vit ce phénomène en République démocratique du Congo. Vous l'avez dit, c'est un pays qui est traversé en partie par la ligne équatoriale. Est-ce qu'on peut aussi connaître les zones les plus touchées si réellement ce phénomène a vécu en RDC? Bon, disons que c'est un phénomène, comme vous voyez, qui se passe très loin de chez nous. Donc ça se passe au niveau des eaux du Pacifique. Donc ça se passe très loin de chez nous, mais c'est un phénomène qui a des conséquences globales dans le monde entier. Et ici, en République démocratique du Congo, nous essayons simplement d'aller dans l'histoire. Donc on essaie d'interroger l'histoire et de voir ce qui s'est passé lors des derniers épisodes et on essaie d'établir des modèles. Alors, généralement,
ce phénomène-là se caractérise par une intensification de la pluviométrie en termes d'intensité de pluie, donc les pluies deviennent plus intenses, et en termes aussi de la durée de la pluviométrie et du nombre de jours de pluie. Donc il y a plus de pluie, il y a des pluies qui sont plus intenses, et il y a des pluies qui durent plus longtemps. Donc, et comme conséquence, dans les zones au sud de la rivière Kasaï, qui sont dans un substrat, donc dans un sol sablonneux. Vous savez que les sols sablonneux n'ont pas de cohésion, donc ils sont beaucoup plus prompts à l'érosivité. Donc ils font plus facilement avec les érosions, particulièrement dans la ville de Kinshasa, dans les zones collinaires de la ville de Kinshasa. On va avoir des érosions, surtout à cause de l'absence de la végétation et de l'urbanisation anarchique. Le même phénomène pourra aussi être observé notamment dans la ville de Kikwit, parce que vous savez que la ville de Kikwit est entièrement encerclée par des têtes d'érosion. En année normale, ces érosions-là sont dormantes. Comme vous avez vu, l'érosion qui vient de causer beaucoup de pertes en vies humaines ici, il avait été dormant depuis le dernier épisode. Même le dernier épisode en 2016 n'était pas aussi puissant que celui-ci. Et enfin, vous savez qu'avec une augmentation de la pluviométrie, nous sommes dans la cuvette centrale, donc nous sommes dans une zone pénéplanée, nous ne sommes pas dans une zone collinaire, donc il y a des inondations importantes, notamment dans les territoires de Bomongo, Mankanza, d'abord, et les autres territoires voisins, Kungu, Bujala, Bikoro, Bongandanga, et certains autres territoires de l'ancienne province de l'Équateur. Évidemment, il faut dire que les épisodes El Niño les plus importants ont vu la ville de Mbandaka et la ville de Kisangani inondées. Et là, lors des épisodes El Niño, particulièrement dans la ville de Kisangani, vous savez que le barrage de la Chopo a toujours été menacé. Écho découverte. Nous sommes au mois de décembre, c'est la grand-messe climatique qui s'annonce déjà à Madrid. Et lorsqu'on parle de ce phénomène aujourd'hui, c'est un phénomène météorologique ou un phénomène qui est dicté par le changement climatique? C'est un phénomène cyclique, naturel. Donc, à la base, il s'agit d'un phénomène qui se passe océanographique et atmosphérique. Donc, c'est un phénomène qui se passe dans l'océan et au niveau de l'atmosphère, au niveau du Pacifique. Donc, il s'agit d'une oscillation des ondes au niveau du Pacifique. Rien à voir avec le changement climatique, on peut comprendre ça comme ça. Bon, maintenant, la relation maintenant avec les changements climatiques est que ce phénomène-là, donc les changements climatiques viennent renforcer ce phénomène. Ce que nous vivons ici est une combinaison de deux facteurs, assurément, peut-être trois facteurs additionnés par le troisième facteur dont vous faites allusion, les changements climatiques. D'abord, il y a la zone de convergence intertropicale, donc notre propre zone de convection qui amène les pluies dans le pays, et qui amène les deux saisons de pluie. Vous savez que la zone de convergence intertropicale commence quelque part au niveau du Nigeria. Elle descend pour atteindre chez nous ici en septembre. Et puis elle va descendre jusqu'en Zambie. Et après remonter dans la deuxième petite saison sèche, elle va remonter pour aller encore se placer au Nigeria. Donc,
Lorsque la zone de convergence passe, elle amène des pluies, c'est normal. Ici, ce phénomène, ces pluies sont renforcées par le fait que El Niño amène maintenant des convections supplémentaires. Et lorsqu'il y a des convections supplémentaires, il y a des quantités d'eau supplémentaires, il y a une intensification des pluies. Donc ce sont ces deux facteurs qui sont généralement, naturellement, qui existent naturellement et qui créent des problèmes. Si on ajoute maintenant le troisième facteur, c'est-à-dire le changement climatique, donc une augmentation de température, on essaie de modéliser qu'une augmentation de température va amener encore davantage de précipitations. Vous voyez, donc c'est là le lien qu'on a avec le changement climatique. C'est-à-dire nous avons une augmentation de température qui amène encore davantage de précipitations, donc qui vient renforcer le phénomène qui était important, mais qui devient beaucoup plus important, donc dont l'intensité devient plus importante. Cette année, on est en train de modéliser un phénomène El Niño extrêmement important et des températures beaucoup plus élevées que... Quels sont les indicateurs qui vous poussent à dire tout ça? Bon, il y a des études qui sont menées au niveau de la NOAA, donc et on a pris des indices d'anomalies. Hein, on essaie d'analyser les anomalies au niveau des températures du système, région par région, et on se permet de dire que les températures cette année seront beaucoup plus élevées que les années passées depuis 400 ans. Qu'est-ce que vous conseillez? Vous savez, gouverner, c'est prévoir. Donc, les autorités politiques et les autorités administratives qui sont dans les provinces concernées de la cuvette centrale doivent prendre des dispositions qui s'imposent. Donc, je parle de toute l'ancienne province de l'Équateur, la nouvelle province de Mai-Ndombe, le Kwilu en ce qui concerne Kikwit, la ville de Kinshasa particulièrement, et surtout, il y a un phénomène qui est modélisé, qui n'a pas encore été, dans l'occurrence, n'a pas encore été observé dans le territoire d'Uvira. Donc, vous savez qu'au niveau du territoire d'Uvira, il y a des sols qui sont sujets à solifluxion. Qui signifie? C'est-à-dire ces sols-là, sous l'effet d'un excès de précipitation, ces sols-là vont se liquéfier et vont commencer à couler, un peu comme de l'eau, en portant tout ce qu'il y a. Donc arbres, maisons et tout. Donc c'est un phénomène qui peut arriver et les autorités doivent prendre des dispositions qui s'imposent. Alors vous invitez les autorités à prendre des dispositions nécessaires par rapport à tout ce que nous vivons, les conséquences fâcheuses dues aux pluies diluviennes, mais nous comprenons également que cette situation nous renvoie à des réflexions par rapport au plan d'aménagement. Jusqu'ici, le pays ne dispose pas d'un outil aussi important dans ce sens-là. On nous parle encore du processus de réforme et de l'aménagement du territoire. Comment s'y prendre? Oui, vous savez qu'on a parlé depuis longtemps des plans d'aménagement ou des schémas d'aménagement du territoire. Il n'en existe pas. Les problèmes que nous avons ici sont effectivement dus à ce phénomène climatique. Donc l'intensité de pluie est due à ce phénomène, mais en fait, ce que nous vivons ici, tous ces problèmes d'érosion et tout ça proviennent de l'urbanisation anarchique. Vous voyez, donc toutes ces zones-là, à Kinsenso aujourd'hui, Banzalemba et consorts, ce sont des zones qui n'ont pas été
correctement urbanisée. Maintenant, il y a urgence. Il y a urgence. Bon, pour le moment, d'abord, il faut gérer l'urgence. L'urgence, c'est qu'il faut se tenir prêt à pouvoir évacuer les compatriotes qui se trouvent le long des rivières, notamment la rivière Kalamu, la rivière, souvent la rivière Ngaba aussi sort de son lit. Le curage des caniveaux aussi. Voilà, il faut procéder au curage des rivières particulièrement. Vous voyez, Makelele, nous avons vu en 1981, l'épisode de 91 nous a amené la catastrophe sur la rivière Makelele. Et les zones qui avaient été évacuées à Bandal ont été à nouveau occupées. Pendant qu'on avait évacué la population, on avait créé un pass à 1, un pass à 2. On avait évacué les gens qui ont habité, mais on a donné des terrains, on n'a pas donné des maisons. Donc ces gens-là se devaient de retourner chez eux. Maintenant, nous avons à chaque épisode El Niño, il y a un problème. C'est le moment, vous essayez de voir ce qu'il y a dans la rivière Makelele. Vous voyez la tonne on peut même parler des rivières en plastique. Il faut curer à partir de Bandalungwa jusqu'à la Gombe pour permettre à ce que cette rivière-là ne puisse pas sortir de son lit lors des épisodes pluvieux importants. Et il n'y a pas que la rivière Makelele. Ça, c'était en 91, c'était la rivière Makelele qui avait volé la vedette. Aujourd'hui, ce sont les érosions de Mbanzalemba. Demain, c'est peut-être une autre tête d'érosion. Il y a plusieurs têtes d'érosion dans la ville de Kinshasa qu'on peut identifier. Et il faudrait que, pour le moment, aussi en urgence, qu'on puisse évacuer les compatriotes qui se trouvent à côté de cette tête d'érosion. Parce que lorsque des précipitations encore abondantes vont venir, il va y avoir des problèmes. Et vous savez, dans le passé, ce n'est pas en septembre qu'on a eu ces problèmes-là. En septembre, on a eu des inondations. Ce n'est pas en septembre qu'on avait d'importantes érosions comme nous avons aujourd'hui. C'était au mois de mai. Pourquoi au mois de mai? C'est simplement parce qu'au mois de mai, le sol est saturé. Et toutes les quantités de pluie qu'on reçoit vont en ruissellement. Et en ce moment-là, on s'attend à avoir beaucoup plus d'érosion. Et vous avez vu, Makelele, c'était un certain 28 mai. Donc nous, même si on est en train de modéliser que El Niño va se terminer à la fin du printemps prochain, en 2020, on estime quand même que chez nous, les effets de El Niño vont se faire ressentir jusque probablement au début de la grande saison sèche. Éco, créativité. La visite dans ce village est intervenue un dimanche, le jour du repos où les activités tournent au ralenti. Dominé par une présence très remarquable des palmiers à huile, Inkita fait partie des grands producteurs du miel en République démocratique du Congo. Pour améliorer son rendement avec de nouvelles méthodes et pour une meilleure production en moindre énergie, la communauté des autochtones pygmées est accompagnée par la société Eracongo.
horizontale reste transversale et omniprésente. Si je m'en tiens au propos du président de la République, l'engagement citoyen s'impose. Vous êtes expert dans ce domaine. Votre engagement particulièrement, c'est situé à quel niveau? Moi, je suis expert. Mon travail, c'est de mener des recherches. La plupart des choses dont je vous parle ici, proviennent de mes propres travaux de recherche. Ici, à l'université de Kinshasa ou dans le Dakota, ou de mes assistants aux États-Unis ou mes assistants ici à Kinshasa. Donc, nous menons des travaux de recherche. Maintenant, c'est acquis de droit de pouvoir s'en approprier. Nous avons, est-ce que pour vous la les partagez première fois aussi au dans maximum? Vous arrêtez seulement à mener de recherche, il faudra aussi arriver à les partager au maximum. Bon, madame, vous avez vu, nous avions discuté concernant les tourbières, n'est-ce pas, hein? Donc, vous avez vu que j'avais élaboré, et personne d'autre ne l'a fait, une carte des zones humides de toute l'Afrique centrale. Et c'est au pouvoir public de s'en approprier. C'est un document public, c'est une recherche publique qui a été financée par l'agence des États-Unis, la NASA, donc l'agence spatiale américaine, et par l'USAID. Donc, ce sont des documents publics que les pouvoirs publics peuvent s'en approprier aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, avec ça, ils savent comment est-ce que les inondations vont arriver, puisqu'ils ont la localisation de toutes les zones humides de toute la République démocratique du Congo et aussi même du Congo voisin et des autres pays. Maintenant, c'est notre devoir s'arrête là. Nous faisons de la recherche et nous mettons la recherche à la disposition des décideurs. C'est à eux de s'en approprier. Je pense que c'est un devoir citoyen, n'est-ce pas? Un devoir citoyen, oui. Bon, nous comprenons qu'actuellement, Kinshasa est à reconstruire. Il y a certains quartiers qui sont menacés de disparition. Je reviens encore sur les propos du président de la République lors de l'Assemblée générale des Nations unies, qui est revenu sur le décalage dans la répartition de ressources financières. Il est vrai que la République démocratique du Congo fait partie des pays aujourd'hui sur qui il faut compter par rapport à la lutte contre le changement climatique. On parle du deuxième poumon vert après l'Amazonie. Qu'est-ce qu'il faudra pour que la RDC bénéficie de ce qui lui revient en termes de financement? Vous savez que personnellement, j'ai toujours essayé de voir les choses de manière différente. L'effort est à fournir par nous-mêmes, par la République démocratique du Congo elle-même. Nous avons 128 millions d'hectares de forêt. Bon, il y en a qui disent 150 millions, mais mes recherches disent que c'est 128 millions d'hectares de forêt. Il faut mettre ces forêts en valeur et les autres suivront. Donc, je ne suis pas d'avis que nous pouvons simplement aller demander aux autres de nous faire des cadeaux. Vous savez que je ne crois pas nécessairement aux marchands de bonnes intentions. Oui, mais lorsqu'on parle déjà de la lutte contre le changement climatique, s'il faut s'en tenir aux promesses des grands pollueurs relatives au financement des projets dans les pays en voie de développement, vous ne pensez pas que c'est quelque chose qui pourra aussi aider? Mais je pense que lorsqu'on parle de changement climatique et que les deux plus grands pollueurs de la Terre ne participent pas aux mécanismes qui permettent de réduire la pollution, si ces deux-là plus grands ne participent pas à ces mécanismes, c'est très difficile de pouvoir arriver déjà à une mitigation. Mais non, il ne faut pas qu'on puisse se décourager. Il faut pouvoir travailler avec tous ceux qui sont de bonne volonté. Mais je vois déjà que depuis 2010, nous participons aux différentes COP. Il y a énormément de promesses, très peu de retombées. Et c'est justifié par quoi? Par le manque de volonté, manque de conscience?
ou quoi? Oui, parce que c'est la nature humaine, hein. Je pense que l'homme aime que le danger soit plus proche de lui avant qu'il ne puisse agir. Le changement Comme climatique n'a pas de frontières, les conséquences sont vécues partout. Est-ce que ça ne peut pas interpeller? Personne ne voit encore le danger directement. Maintenant, lorsque vous êtes en Chine ou vous êtes à Mumbai, j'ai vu des gens sortir avec des masques parce que ils ne peuvent pas respirer l'air directement. L'air devient très toxique. En ce moment-là, les gens commencent à prendre conscience de ce qui a. Mais tant que vous êtes dans les pays où il y a une certaine réglementation et que, bien sûr, on pollue, mais que la pollution finit chez nous ici, parce que vous savez que la concentration en gaz à effet de serre s'égalise après 10 jours dans le monde. Donc, s'il y a une pollution en Chine ou en Inde ou aux États-Unis, après 10 jours, ça va s'égaliser dans le monde entier. Ça va arriver jusqu'au Congo. Heureusement que nous n'avons pas une pollution importante ici. Donc, nous sommes en fait en train de participer au nettoyage de la saleté qui est produite ailleurs. Alors, tant que ces gens-là ne sentent pas qu'il y a un danger imminent, ils ne vont pas agir. Même si aujourd'hui, vous savez, on est en train de modéliser une augmentation des températures de l'ordre de 3 degrés Celsius à la fin du siècle. Mais on n'est pas en train de sentir l'urgence. Vous voyez, même ici, chez nous, j'analyse les données que nous collectons, par exemple, à la station du Nongo. Même à la station du Nongo, vous voyez une augmentation des températures minimales de 0,5 degrés. Vous pouvez vérifier entre 1970 et aujourd'hui, vous allez prendre, les données sont là à la Metelsat ou à la RVA, vous allez voir qu'il y a une augmentation de 0,5 degrés de température. Donc, mais tant que ça ne nous affecte pas vraiment encore physiquement, on ne va pas agir. Il faut que les dangers, mais je vous dis qu'il y a péril en la demeure. Nous n'avons pas un plan B, nous n'aurons pas une autre planète dans laquelle nous allons nous réfugier. Concept vert. El Niño est un courant marin chaud qui se forme près de l'équateur, est de l'océan Pacifique, et juste après Noël, parce que le temps est très chaud pendant cette période de l'année. D'où le nom de El Niño, qui veut dire en fait « enfant Jésus ». Alors, on va terminer par cette question. Phénomène El Niño. Qu'est-ce que vous conseillez? Quel comportement adopter? Bon, pour le moment, je veux d'abord revenir pour vous dire que le phénomène n'est pas encore là parce qu'il se passe entre le 20 décembre et le 31 décembre. Mais on est en train de voir des pendants, ce qu'on appelle des pendants atmosphériques, notamment l'augmentation des pluviométries qu'on a ici au Congo, ce qui nous met à 80% de chances qu'on va avoir un El Niño et que ce El Niño sera de très forte intensité. Il sera d'une intensité beaucoup plus forte que celui qu'on a vécu en 2016 et probablement même beaucoup plus important que celui qu'on a vécu en 1991 jusqu'en 1993. Maintenant, il faut que le pouvoir public puisse prendre conscience de cette situation. Personne ne peut arrêter la puissance des eaux. Lorsque une situation comme celle-là est en face de nous, c'est nous qui devons fuir. Voyez? Lorsque les quantités d'eau seront importantes pour créer une érosion
quelque part, elle va créer cette érosion-là. Nous ne serons pas capables de l'arrêter. Et lorsque l'inondation va atteindre ma maison à Inongo, elle va venir, nous ne serons pas capables de l'arrêter. Ce que nous devons faire, c'est de pouvoir évacuer ces zones inondables et évacuer les zones dans lesquelles nous voyons déjà les têtes d'érosion. Vous voyez, nous pouvons nous porter volontaires pour identifier les têtes d'érosion ici. Nous avons accès à des outils satellitaires importants. Nous pouvons nous porter volontaires pour identifier ces têtes d'érosion avec les images dont nous disposons de la ville et mettre à la disposition des décideurs. C'est à eux de prendre la décision. Les compatriotes qui habitent à côté des zones où il y a déjà des têtes d'érosion doivent être évacués et c'est le moment. L'environnement, une des priorités du président de la République. Par quoi commencer? Vous savez, il faut une bonne planification. Pour le moment, ce que je dis ici, ce que je viens de dire ici, c'est l'urgence. Donc, pour le moment, on doit d'abord gérer l'urgence, notamment surveiller les inondations que nous avons ici, un peu partout, venir en aide aux compatriotes, surveiller les zones d'érosion, procéder au curage des rivières qui traversent la ville de Kinshasa. Ça, c'est l'urgence. Maintenant, il faudrait qu'on puisse avoir une politique environnementale, une politique de gestion des ressources environnementales, pas seulement de la forêt, parce que lorsque les gens parlent de l'environnement, on parle seulement des forêts. Pas seulement la gestion forestière, mais la gestion de tout l'espace national. Il faudrait qu'on puisse avoir un plan clair de zonage, d'aménagement, d'affectation des terres. C'est cela la clé de la protection de l'environnement. Professeur Jean-Robert Bwangoy, nous vous disons merci d'avoir disponibilisé de votre temps pour échanger avec nous. Merci, madame. Ne laissez pas la nature de vous réclamer ses droits. Faites quelque chose, il y a urgence, il faut agir. Mesdames et messieurs, c'est pas à ces propos que nous mettons un terme à cette émission. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.